donc on va parler de médecine explicable, et en particulier avec des modèles qui facilitent cette explication, c'est-à-dire des modèles graphiques bayésiens. Modèles graphiques, c'est-à-dire des dessins. On verra ça de façon plus précise, et j'ai associé... Plus fort, monsieur. Plus fort. Plus fort. Je peux parler beaucoup plus fort, ça va mieux là? Okay. Bon, donc j'ai associé tous les doctorants qui ont fait un travail incroyable à ces travaux. J'appartiens donc au laboratoire EBISC, donc à l'université de Paris-Saclay, et donc de facto à Génopole. Non, ça ne marche pas. Ça va marcher autrement. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez là? Un anneau. Un anneau? Fiançailles, oui, d'accord. On peut voir ça aussi. Ou alors, on peut voir, si on est obstétricien, on peut voir le champ électrique qui est produit à la surface de l'abdomen d'une femme enceinte, pour laquelle on aurait appliqué un nombre considérable de capteurs, et puis en particulier, vous voyez sur la droite, vous voyez un ECG. Alors c'est l'ECG d'un fœtus. Et il est superposé, il est mélangé au milieu de 4 autres éléments. Il y a, en fait, c'est un champ électrique que vous voyez à l'abdomen, mais qui est la superposition de 4 champs électriques. Le champ électrique produit par le dipôle du cœur de la mère, du cœur du fœtus, de l'utérus, qui est la production de grosses concentrations d'énergie, et puis également le champ électrique qui est produit par les nerfs phréniques qui activent le muscle cardiaque. Alors du coup, j'ai perdu ça. Donc, on a une capacité d'acquisition de signaux avec des capteurs, on va dire à une grille 10 par 10. Et puis, à partir de ces grilles de capteurs, je vais être capable de voir le champ électrique. Chaque rond est en fait un capteur en chlorure d'argent qui permet de mesurer le champ électrique à la surface de l'abdomen. Et une des premières illustrations justement de la puissance des modèles graphiques, c'est cette capacité à extraire les signaux qui m'intéressent. En l'occurrence, on va extraire quelque chose qui n'existe pas en routine clinique, c'est l'ECG du fœtus. On n'est pas capable d'accéder à l'ECG du fœtus, on est juste capable de voir son rythme cardiaque à partir d'un outil très simple, vieux, Suro, 1960, le Doppler. Le Doppler, il mesure à la fois, non, il mesure simplement, il vous donne une image du cœur, et puis il mesure, on peut entendre ce qui correspond finalement au rythme cardiaque du fœtus, le fœtus qui bat à 120 battements par minute, la mère à 60 battements par minute, donc je suis capable, si je suis cardio-obstétricien, de distinguer le fœtus de la mère, mais il va manquer quelque chose quand même pour identifier tout simplement une pathologie cardiaque. Je peux observer, toujours si je suis obstétricien, je peux observer cet ECG du fœtus, mais juste pendant le travail. C'est trop tard, la pathologie cardiaque s'est déjà développée. Donc on a développé des outils qui permettent, à partir d'une grille de capteurs considérable en entrée, c'est le vecteur ou les identifiants X que vous pouvez observer ici, je vais être capable de produire, en relation purement linéaire, je vais être capable de produire des sorties Y qui correspondront à X. Donc Y égale X, sauf que X n'existe pas. X n'est pas observé, donc il n'existe pas. D'accord? Et donc je les ai matérialisés dans cette grille, et là on a un vrai modèle graphique. Je les ai représentés dans cette grille sous la forme de 3 neurones qui correspondent, 3 objets, 3 variables qui correspondent au champ électrique produit par la mère et le fœtus et les poumons. Et puis, ça nous explique aussi autre chose. Ça nous explique que si je souhaite identifier le signal cardiaque du fœtus, eh bien, il faut que je l'observe, il faut donc que j'arrive à l'identifier, mais je peux aussi être intéressé plutôt par la commande ventilatoire, l'activité phrénique. Donc, je peux m'intéresser, je peux placer de façon stratégique les électrodes sur ce champ électrique de façon à maximiser sur le schéma de gauche le signal cardiaque du fœtus et au contraire, sur le signal de droite, je peux essayer d'observer plus spécifiquement celui de la mère.
Donc voilà à quoi servent ces modèles. Ils sont d'abord adaptés à des signaux multidimensionnels par nature, et puis ils vont nécessiter donc plusieurs canaux pour leur représentation. A priori, combien le signal cardiaque a de dimensions? Je vous ai dit que c'est un dipôle. Combien a-t-il, à votre avis, de dimensions? Il en a 6. Bizarre, un dipôle, 6 dimensions. Oui, parce que le dipôle, en fait, il se balade dans une structure tridimensionnelle. Donc on devrait imaginer qu'il y a 3 dimensions. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça dépend finalement de la nature même du signal. Pour mémoire, je sais qu'il y a plusieurs médecins ici, donc ça va leur parler forcément. Le nœud sinusal contient des cellules, vous corrigez si je me trompe, a des cellules qui produisent un signal électrique, autrement dit, il est auto-stimulé, qui vont faire le tour du péricarde et revenir toujours en circulant dans cette cage thoracique. Et ils vont produire, voilà ce que c'est qu'un vrai signal cardiaque que n'utilisent absolument pas les médecins. Les médecins, ils regardent le triangle de Einthoven. Ils disent, on ne peut avoir un signal cardiaque que si j'ai 2 électrodes plus une référence. Tac, tac, tac. Ok? Eh bien, en fait, vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez visualiser le signal cardiaque avec 3 électrodes, 3 signaux électriques. Je pourrais représenter en 3 dimensions. Je vous ai dit qu'il y avait 6 dimensions, mais 3 dimensions, c'est déjà pas mal. Il y a quelques petites variations, quelques corrections qui permettent d'expliquer pourquoi vous avez de la repolarisation ventriculaire, puis de la repolarisation PQRS, alors QRS, repolarisation ventriculaire, et ensuite la dépolarisation qui est l'onde T qu'on observe. Donc vous avez ici, les signaux cardiaques, vous pouvez voir en haut, à gauche, le signal fœtal et au centre, le signal de la mère. On retrouve cette idée qu'il y a une variance double pour le fœtus. Et vous avez en dessous, vous avez plusieurs couleurs qui correspondent finalement à un filtrage, parce que le signal a besoin d'être un petit peu filtré pour être un peu plus lisse. Mais finalement, pour moi, tout ce slide pourrait être remplacé par ceci qui explique ce que le comportement réel du cœur du fœtus. Un signal, donc un modèle graphique, c'est tout simplement ce truc-là. C'est une représentation qui est compacte. Ça, c'est super intéressant pour un médecin. C'est compact. Il représente des distributions conjointes de variables, ça c'est pas forcément super important, mais par contre, il matérialise des indépendances conditionnelles ou des dépendances conditionnelles selon que vous voulez. Là, en l'occurrence, si je prends, donc, j'ai des nœuds, j'ai des liens entre les nœuds, donc les nœuds, ce sont des variables. Bon, on verra par exemple ce que c'est. Ici, vous avez X1, X2 qui représentent des variables biologiques et cliniques, et puis vous avez un nœud que je n'observe pas, ce que j'appelle une variable latente, j'aimerais bien savoir ce que c'est, et puis vous avez l'état du patient, son pronostic par exemple, qui se matérialise. D'accord? Je matérialise donc les choses que je connais. Mais même s'il y a des choses que je ne connais pas, je peux avoir recours aux variables latentes. Et donc j'ai deux grandes familles de graphes sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Autre exemple, on parlera à Sophia Arafia et Sadia, c'est les patients AVC en ischémie hyperaiguë, donc à moins de 4 heures, 4h30. Donc c'est quoi? C'est un thrombus qui se bloque dans une artère, qui empêche l'arrivée du sang dans les tissus en aval, et donc il provoque une nécrose qui va grandir. Et donc j'ai matérialisé ça sur un graphe tout simple. J'ai l'âge, l'hypertension, c'est pour simplifier. Je peux avoir d'autres paramètres, d'autres comorbidités, des comorbidités, mais ça simplifie les choses. Et puis donc ils ont une relation avec le thrombus qui lui-même est responsable du thrombus, responsable de l'AVC. Vous n'avez pas forcément, il n'y a pas forcément la nécessité qu'un thrombus provoque un AVC. Ça peut être ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, assez rapide qui va disparaître. Et puis j'ai un modèle bayésien au sens où la conjonction d'avoir un AVC, un thrombus, hypertension et l'âge ensemble est produit par un produit de probabilité que j'ai identifié. Autre exemple, ça c'est des travaux qu'on avait menés avec Sylvie Lelandais, c'est sur la détection précoce de patients Alzheimer. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de segmenter les régions affectées par la maladie. Alors je cherche finalement des pixels qui vont être tout de suite matérialisés par une probabilité que c'est effectivement bien la maladie qui est produite. Et puis donc c'est pas tout à fait le même sujet que précédemment, c'est pas le même objectif. Là ici, il s'agit de segmenter
les aires cérébrales de la maladie. Et pour ça, eh bien, je vais avoir un truc un peu compliqué, là, on appelle ça un champ markovien, dans lequel je vais avoir les relations qui existent entre le pixel, les pixels voisins et l'identification, la pathologie, plutôt le classement du pixel comme étant ah, c'est un pixel pour Alzheimer ou pas. Donc vous voyez, on peut faire un tas de choses très intéressantes, et puis évidemment on peut surtout introduire les données patients dans ce modèle graphique. Ça peut être l'âge, le sexe, l'indice, le BMI, les comorbidités. On peut introduire les biomarqueurs, on peut introduire de l'imagerie médicale. Et puis le but de tout ça, c'est d'exploiter les dépendances qui vont exister, qui existent entre ces données. On va laisser des algorithmes décider quelle est la nature de ces relations, de ces dépendances, pour avoir une décision personnalisée et explicable. L'explicabilité étant le cœur du sujet. Mais justement, j'ai des réseaux qui ne sont pas forcément explicables. Par contre, que tout le monde trouve super sexy, c'est les réseaux profonds. ChatGPT, tout ça, c'est ce genre d'immenses réseaux. Chaque nœud, c'est une variable, c'est une source d'information. Donc c'est une boîte noire, difficile à interpréter. En l'occurrence, il est multiconnecté plutôt d'une couche vers la suivante, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres variations. Et puis au contraire, j'ai les modèles graphiques bayésiens qui, eux, sont plus ténus, j'en ai un petit peu moins, correspondent exactement à ce que je souhaite, donc la lésion, les antécédents, le biomarqueur, le pronostic. D'accord ? Et là, gros atout, si j'ai pas beaucoup de données, c'est souvent le cas chez les médecins, et là je peux l'utiliser, il sera très efficace. On peut intégrer des connaissances médicales, on peut mettre de l'ontologie, et puis à contrario, le réseau profond, super efficace, mais qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et puis, il y a un réseau qui... alors je vais vous présenter très très vite une série de petits réseaux. Je ne suis pas sûr que vous les trouviez dans la vie courante, mais vous avez par exemple la machine de Boltzmann restreinte. La machine de Boltzmann restreinte, ça ressemble à quelque chose comme ça, en bas. Sauf que celui-ci, c'est un DIP, c'est-à-dire que j'ai une couche d'observation. Une couche d'observation, ce sont les neurones qui ne sont pas colorés. D'accord ? J'ai des observations, mais je vais relier avec des neurones qui, eux, sont grisés, que je ne sais pas ce que c'est. Je suis incapable de vous le dire. Par contre, ils ont une signification, quelque part, par rapport à la pathologie, ce que vous voulez. Donc, je n'ai que des observations, et je vais laisser un algorithme décider la signification des poids qui sont dans les couches H1 et H2. C'est des travaux déjà assez anciens, mais toujours très efficaces. J'ai le réseau d'Hopfield, ça c'est carrément vieux, mais c'est intéressant parce que c'est un petit peu les bases, les fondamentaux. Par contre, chaque neurone est un neurone binaire. Vous avez des réseaux qui sont ce qu'on appelle des convnets, réseaux de convolution, avec une succession de couleurs qui correspondent chacun à un traitement différent, très efficace notamment pour la segmentation d'images, mais également pour la classification, la détection automatique d'anomalies, l'estimation du score clinique, la classification d'image médicale en radiologie notamment. Là, j'ai ce qu'on appelle un conditional variational autoencodeur, c'est littéralement un auto-encodeur variationnel conditionné. Alors, c'est quoi ? La particularité par rapport aux autres, c'est que vous avez la sortie qui est égale à l'entrée. Donc, quand j'apprends ce modèle-là, je vais mettre les mêmes choses et puis je vais laisser le centre ou les poids s'auto-organiser de façon à produire quelque chose que je vais pouvoir utiliser après. Par exemple, pour faire la fusion de données, si j'ai de l'imagerie multimodale, je vais avoir de l'IRM, des scanners, des biomarqueurs, et je vais avoir une représentation qui sera conditionnée par un contexte clinique Y1 et Y2 que vous avez en bas à gauche. Je passe, ces transformers, c'est des monstres, ça fait plusieurs milliards de paramètres, c'est des super matrices de corrélation, c'est pas super sexy. Les perceptrons multicouches, intéressants, on l'avait utilisé avec Satish il y a très longtemps sur un problème de radiologie pour doser la quantité de, je ne sais plus ce qu'on injectait, tu injectais à ces patients. Et on était capable donc, de faire prédire la dose optimale pour le modèle. Donc vous avez X, des variables observées, Y, la valeur de sortie. Les réseaux de diffusion, j'en parlerai un petit peu plus, c'est à mon sens les plus sexy parce qu'ils font quelque chose que peu de modèles font, ils sont capables de remplacer les variables latentes, même de signaux manquants, et encore plus que ça. Voilà, on l'utilise notamment pour la trajectoire de cellules immunitaires dans un environnement 3D. Le GraphNet, donc c'est un framework qui est assez puissant.
Donc c'est pour modéliser les systèmes complexes, et puis on sépare le traitement des nœuds, des arêtes, et puis le graphe global. Donc c'est très joli, ça date de 2018, très efficace aussi. Bon là j'ai résumé tous les modèles, je passe la fonction d'apprentissage. Et je vais en finir par mon étude de cas, qui est la maladie de Parkinson, ou du moins une proposition pour travailler sur la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson, le problème il se trouve là dans la substantia nigra par compacta, c'est-à-dire une zone qui abrite des neurones dopaminergéniques qui sont responsables de la communication entre le thalamus et le cortex. Vous avez en fait le cortex moteur, donc vous avez deux groupes de flèches, du glutamate qui descend et puis du glutamate qui monte à droite et qui relie donc le thalamus au cortex. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la commande de synchronisation motrice est interrompue ou affectée, ce qui fait que lorsque vous faites un geste, vous n'avez pas le retour d'information. C'est comme si vous étiez un peu en boucle ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un geste, mais je n'ai pas le retour. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a la maladie de Parkinson. Et dans le cas d'une expérimentation animale, vous voyez ici un rat. Bon, ça se passe en Chine démocratique, donc il y a moins de problèmes par rapport à la France. Donc vous observez, vous implantez des électrodes intracrâniennes sur des rats, et puis vous observez les signaux corticaux, intracorticaux, et vous voyez des choses différentes. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement parce que ces signaux-là, ils dépendent d'un signal qu'on appelle le High Voltage Spindle, et des ondes bêta, qui sont, elles, responsables, qui sont le signe extérieur, la signature électrique extérieure, qui permet d'identifier donc la maladie. D'accord? Autrement dit, si je suis capable d'identifier ce HVS avant qu'il survienne, ou à peu près assez vite, si j'arrive à l'identifier au même moment où il apparaît, à ce moment-là, je suis capable de contrôler les tremblements ou les différents symptômes de la maladie. Donc il faut que je trouve une façon un détecteur. Et c'est ce que je vais vous montrer. En fait, ça justifie que l'application, alors le Deep Brain Stimulator, donc, autrement dit le stimulateur intracrânien, ça existe déjà, ils ne l'ont pas inventé. Par contre, ils ont un problème. Leur application a des effets psychiatriques secondaires, et puis c'est également la batterie qu'il faut changer de façon assez régulière. D'où l'idée de faire un DBS qui, lui, sera en boucle fermée, autrement dit, qui n'agira que lorsque le signal d'intérêt apparaîtra. Le signal d'intérêt, en l'occurrence, c'est 5 à 13 Hz. Et voilà, donc vous avez donc un signal, en haut à gauche, je prends une fenêtre glissante qui balaye le signal, qui capture l'information, je la mets en relation avec les entrées de mon modèle de Boltzmann, ma machine de Boltzmann, vous voyez les V1, V2 jusqu'à VL, donc c'est une fenêtre temporelle qui fait de taille L, et puis j'essaie de mettre 3 neurones ou 4 neurones plus qui vont être des neurones non observés. C'est l'état latent, c'est une simplification non linéaire des signaux présentés. Je passe les maths. Vous avez simplement une ligne qui est intéressante, c'est la fonction d'énergie. On y reviendra. Et puis, voilà, c'était un rappel de ce que c'était que la machine de Boltzmann. Voilà, et ce qui est super intéressant, c'est que si vous regardez, après apprentissage, si vous regardez la matrice de connexion entre les unités visibles et les unités cachées, vous avez ceci. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? En fait, il y a de la fréquence dedans. En fait, vous avez capturé que les poids ont capturé, plus exactement, les fréquences qui sont sous-jacentes aux signaux. Et ça, c'est super intéressant, parce que j'ai un signal harmonique. Quand un physicien, quand il a un signal harmonique, il peut toujours s'en sortir pour contrôler quelque chose. Et c'est le cas. Donc ça, c'est la même chose. Ça, c'est l'algorithme, mais on n'est pas forcément fan, l'algorithme qui est appliqué. Et je vais vous donner une illustration qui est, un mélange de deux sinus. Je superpose deux sinus, sinus A, sinus B, je les additionne. Bon, ils sont mélangés. Et comment je peux les séparer? On s'en fiche à la limite, c'est pas très important. Par contre, j'ai calculé la fonction d'énergie qui correspond à ce mélange. Et vous allez voir, la fonction d'énergie que j'ai expliquée juste avant, vous allez voir qu'il y a des pics dans cette fonction d'énergie. Autrement dit, si je place une barre de seuil, au-dessus j'aurai du signal, en dessous j'ai du bruit. Autre possibilité, je regarde, plutôt que la fonction d'énergie, je regarde les neurones cachés, H1 et H2. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'au centre, vous avez ce qui correspond à du bruit, et périphériquement, vous avez le signal.
Donc si je suis capable d'isoler le petit rond central, tout le reste, c'est le signal. Et j'ai ainsi une technique de décision assez rapide. Et ben voilà l'application pour la maladie de Parkinson. Vous avez une détection basée sur les neurones cachés au-dessus, avec détection donc du HVS, et donc présence de l'onde qui va perturber le patient. Et puis, à contrario, en dessous, vous avez le signal d'énergie. Bon, il est un peu chahuté, on est capable de passer une fonction seuil et on aura un détecteur donc, de symptômes. Ça marche assez bien, c'est assez rapide. Je crois que j'en suis un petit peu plus qu'à la moitié. On va essayer d'accroître la vitesse. C'est la même chose, ça c'est les résultats, les scores. Évidemment, vous savez que dans notre communauté, on aime bien donner des preuves. Alors, j'en viens à la même chose, mais avec le Diffusion Network, et vous allez voir que le raisonnement est un peu différent. Je ne vais pas chercher à détecter ici. Je peux détecter, mais je vais faire mieux que ça. Je vais prédire le signal. L'allure du signal, elle va être celle-ci. Et vous voyez que vous avez le signal original qui est superposé avec ce qui est prédit par le modèle. Et donc, ça fit super bien. Et ça, en l'occurrence, ça fit super bien pour des signaux qui sont capturés dans plusieurs aires cérébrales différentes. Et ça, c'est encore mieux, à mon sens, c'est... Bon, vous avez... Je reviens juste au-dessus. Vous voyez, ça, c'est mon modèle. Chaque neurone sur l'anneau, c'est une aire cérébrale. Un capteur, donc. D'accord ? Et vous remarquez également que dans ce modèle, par rapport au précédent, il y a une boucle récursive. Donc voilà, vous avez en tête, il y a 7 neurones. Qu'est-ce qui se passe si j'en supprime un? Supposons que j'ai un capteur qui lâche. D'accord? Je suis toujours avec, imaginez, ce système-là, il est implanté de façon intracrânienne. Une des électrodes lâche, et bien c'est pas grave. Je peux reconstruire ce qui se passe dans l'aire cérébrale que je ne vois pas, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de connexions, autrement dit, l'information qui est portée par, je ne sais pas moi, les 5 premiers, elle est suffisante, puisqu'ils sont tous connectés, elle est suffisante pour reconstruire ce qui manque. Et c'est la même chose, donc une expérience très simple, j'ai bientôt fini. Une expérience très simple, non, c'est pas ça. Une expérience très simple consiste, non, je suis en train de descendre. Ah, il ne veut pas descendre, ok. Du coup, il est trop vite. Une expérience très simple, c'est donc de réduire le nombre de canaux, d'observer. Et puis vous voyez que sur la première ligne, j'en supprime 1, puis 2, puis 3, et j'essaie de voir si j'arrive à reproduire le même signal. Ça marche. Et si j'en supprime 4 à 5, ça se dégrade encore un peu, mais j'arrive quand même à reproduire le signal. Autrement dit, j'ai un système qui est robuste à des défaillances de capteurs. Voilà, en résumé, on arrive à la fin. Ces modèles-là, ils apprennent toutes les caractéristiques du jeu d'apprentissage. Ce sont des structures causales explicites, autrement dit, vous pouvez leur coller une interprétation. On gère naturellement les incertitudes, on a la possibilité d'intégrer des connaissances médicales, et puis on est capable de se débrouiller, en particulier dans le dernier, même avec assez peu de données. En fait, ce sont des modèles qui sont plutôt sobres par rapport aux monstres que sont les Transformers. Voilà. Et puis, pour les autres questions, n'hésitez pas. Je vais terminer par ça, c'est un très joli schéma qui résume finalement comment les modèles sont... c'est une zoologie. Donc dans une zoologie, il y a les pingouins qui sont à côté des ours, qui sont à côté... Voilà, donc j'ai une sorte de zoologie de ces modèles qui explique comment ils sont reliés. Donc il y a du dynamique, il y a du non-linéaire, le stochastique et les valeurs continues qui expliquent les relations qui existent entre ces différents types de modèles. Je vous remercie.